Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler d'une saga qui s'est crachée plus violemment que ses propres cascades, puisque bien évidemment là il s'agira de Fast and Furious. Fast and Furious à la base, bah c'était cool. Bon, c'était nanar aussi, fallait pas trop prendre ça au sérieux, c'était une ode au Jackie Tuning, aux courses de rue, aux mecs torse nu qui parlent comme s'ils avaient du gravier dans la gorge et aux phrases ultra kitsch comme je vis ma vie un quart de mile à la fois. Mais bon, tous ces personnages, Dominique Toretto en tête, joué bien évidemment par l'inénarrable Vin Diesel, ou Vin Diesel, peu importe comment vous voulez l'appeler, voilà, tous ces persos un peu concons, à force de vouloir vivre leur vie un quart de neurone à la fois, bah, tous ces schlags-là ont fini par transformer la plus grande franchise de courses de voitures en film de science-fiction pour bagnole dopée au Candy Up, et c'est même pas une insulte. C'est un constat clinique à ce stade, parce qu'aujourd'hui, Fast and Furious, c'est plus qu'une série de films, c'est un rêve humide, d'ego surdimensionné de Vin Diesel, un trip mégalo, où les lois de la physique sont mises en PLS par un mec en Marcel Blanc. Mais pour comprendre la déchéance de cette saga cinématographique absolument vertigineuse, bah il faut d'abord remonter à l'époque où Fast and Furious, c'était encore une série de films de bagnole, et pas un spin-off du MCU, donc voilà. Alors sans plus attendre, c'est parti. Donc déjà, parlons de la genèse du tuning à la supra-évolution, puisque voilà, on va retourner en 2001 avec le tout premier film de la saga, Fast and Furious. À l'époque, on n'avait pas encore de mission spatiale, pas de tank, pas de Vin Diesel qui soulève une voiture avec ses bras, comme s'il faisait des tractions sur son propre ego. Non, on a juste des caisses, des voleurs de DVD et une bromance moite entre un flic infiltré et un voleur de Honda Civic. Et vous savez quoi? Bah ça marchait plus ou moins, c'était simple, c'était honnête. C'était Point Break avec des jantes chromées. Il y avait des néons, des drag races, des meufs qui distribuent leurs fringues comme des tickets de péage et un Vin Diesel charismatique. Parce qu'il joue encore un humain. Et surtout, bien évidemment, la fameuse scène du un quart de mile à la fois, qui donne un peu de cœur à ce qui aurait juste pu être un film de tuning, de Jackie Tuning en slip de bain. Mais déjà, même là, tu sens quand même les prémices du délire. Parce que Dominique Toretto, bien évidemment, le protagoniste principal de la série, en tout cas de ce premier film, joué par Vin Diesel, bah c'est pas vraiment un voleur de bas étage. C'est un prêcheur de l'asphalte, c'est un prophète de la route. C'est un visionnaire de la route, c'est le Mandela de l'embrayage. Et Paul Walker, flic de base, devient hypnotisé par ce mec qui dit famille en regardant des bières, bien sûr. Le même de My Family de Dom Toretto, bon, j'en parlerai pas, c'est rentré dans la légende. Bon, ce film-là est sympathique, on le met de côté, et évidemment, vu que le succès est fulgurant du premier Fast and Furious, bah on passe directement et on embraye sur la seconde, c'est-à-dire Too Fast, Too Furious, le second film de la saga. Vin Diesel, cela dit, ne revient pas parce qu'il trouvait le scénario pas assez fidèle à l'original, mais honnêtement, on sait tous que c'est juste parce que c'était pas assez centré sur ses pectoraux. À la place, on a Paul Walker plus Tyrese plus Eva Mendes plus des courses qui tiennent du jeu vidéo PS2. Encore une fois, c'était fun, c'était débile, c'était Fast and Furious Miami Vice sous stéroïdes, mais encore une fois, ça se prend pas trop au sérieux, ça reste dans l'univers des caisses et personne ne saute encore d'un immeuble en Lamborghini vers un sous-marin nucléaire. Donc encore une fois, le mal est contenu pour l'instant. Mais ensuite, on passe à Tokyo Drift, qui sort en 2006, le film maudit devenu culte. On remplace tout le casting, sauf ce fameux caméo final à la dernière seconde du film, avec Vin Diesel qui revient réclamer son trône comme un parrain du tuning oublié. L'histoire, bon bah évidemment, elle est oubliable comme la plupart des films de cette saga, avec un ricain random qui apprend à drifter au Japon en ruinant 3 voitures par jour. C'est con, mais bon, ça pue l'essence et la sueur, j'ai envie de dire, le pari est encore une fois tenu, ça respire la vraie bagnole. Et surtout, ça reste local, ça reste humain, ça reste modeste. À ce stade, la saga est encore une anthologie de petits récits sur des passionnés d'adrénaline et de moteur. Pas encore une mythologie biblique où chaque course est une métaphore de la résurrection du Christ. Mais voilà, il y a encore ce petit caméo du petit Vinou à la fin, mais malheureusement ce n'était pas un clin d'œil, c'était un avertissement. Puisque là, on passe directement à Fast and Furious 4, le retour de Dom, ou quand le tuning devient une quête de vengeance à la Frank Castle. Donc 2009, Vin Diesel revient avec Fast and Furious 4, et là, tu sens que le mec a négocié plus qu'un cachet. Il a ramené avec lui son orgueil, son influence de producteur, et probablement une clause écrite avec de l'huile de moteur, c'est-à-dire Dominique Toretto, c'est plus un simple mec. Parce que là, notre ami Toretto, ce n'est plus juste un gars, c'est une entité, une légende, un concept. Une religion de la fonte, c'est un truc de ouf. Et vous l'aurez compris, le pitch de ce 4e volet, c'est Fast and Punisher, directement. C'est plus un retour aux sources, c'est un reboot idéologique. Fini les bolides fluo, fini les flics cool, place au drame intense, au regard plissé
à la Clint Eastwood, et au Dominique Toretto, vengeur solitaire. L'intrigue, Letty est morte, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. Et Dom part la venger, puisque Letty, effectivement, était sa petite amie. Il devient une espèce de moine de la baston, un Batman des bidonvilles, sauf que sa Batmobile, c'est une Dodge Charger sans ABS, et là, quelque chose de nouveau naît. Dom se met à développer des super pouvoirs. Il lit des traces de pneus comme Sherlock Holmes lit une scène de crime, il fait des interrogatoires en mode Jack Bauer sous stéroïdes, et surtout, il commence à faire des trucs que même Captain America aurait refusé. De base. Parce qu'effectivement, on voit la fameuse scène où Dominique Toretto soulève un moteur V8 à une main sans transpirer. Donc là, non, c'est pas une blague, je vous le montrerai immédiatement, vous pouvez voir, effectivement. Donc on le voit soutenir un bloc moteur, le soulever à une main et menace un mec avec. Et toi, évidemment, dans ton fauteuil, tu es partagé entre eux. C'est complètement débile, mais peut-être qu'il faut que j'applaudisse. Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Parce que là, à ce stade, Fast and Furious 4 fait encore semblant d'avoir les pieds sur terre, mais là, on est en lévitation complète. Je vous le dis tout de suite. Et Paul Walker dans tout ça, il est encore là, fidèle au poste, en train de jouer le mec, le derrière entre deux chaises. Toujours entre deux camps, toujours coincé entre sa loyauté pour l'État, puisque c'est un flic, et sa bromance, qui commence à ressembler à une secte. Mais franchement, il est déjà relégué au second plan, derrière Dom, le saint marteleur de l'embrayage. Et résultat, c'est le jackpot. Fast and Furious 4 fait plus de 360 millions au box-office dans le monde. Le public est là, il est chaud. Il est prêt à acheter ce nouveau ton, cette nouvelle intensité, cette nouvelle mythologie, où Dom Toretto commence à ressembler à un Terminator mexicain. Et Universal se dit, là on tient quelque chose, on n'a pas de super-héros à nous, on n'a pas de MCU à nous, donc on va transformer ce gars en Superman avec une boîte manuelle. Et c'est là que le vrai délire commence, et la chute avec elle, puisque Fast and Furious 5, Fast 5 pour les intimes, eh bien, ça part dans tous les sens, puisque là, il s'agira du braquage de Rio et du braquage du bon sens, puisque la saga revient, mais en réalité, c'est une renaissance. Là, il s'agit effectivement de Fast 5, sorti en 2011, qui est considéré un peu comme un soft reboot, une mutation, une greffe de testostérone sur un scénario déjà sous anabolisant. Fini les courses de rue, là, il s'agira d'une espèce de plagiat de Ocean's 11, avec des clés à molette et des pecs. Alors l'idée de base était plutôt maligne. On prend tous les persos un peu stylés des anciens films, on les rassemble comme des Avengers discount version carburant 98, et on les envoie à Rio de Janeiro pour un bon gros braquage de coffre-fort contre un cartel. C'est fun, c'est stylé, c'est bien rythmé, ça fonctionne plus ou moins, les scènes d'action sont démesurées, mais pas encore tout à fait absurdes. On a encore un soupçon de gravité dans les lois de la physique. Les persos sont charismatiques, les dialogues sont ridiculement badass, mais au moins c'est assumé, on est dans du kitsch, on est dans du nanar, mais voilà, c'est le dernier film où la saga, c'est à peu près ce qu'elle est. Mais même là encore, on commence à avoir effectivement des gros soucis, la scène du coffre-fort, c'était déjà trop. Dom et Brian volent un putain de coffre-fort de 10 tonnes, et le traînent derrière eux, à travers toute la ville, ils arrachent des bâtiments et retournent des voitures de flics, ils font du bowling avec la loi, et pourtant, le public est dans la salle en mode, ok, c'est débile, mais bon, c'est sympa. Après tout, Fast 5, ça nous était pas forcément vendu comme un documentaire sur la gravité. Et ça, c'est un piège, les amis. Parce que c'est là où vous avez tous validé la montée en absurdité. Moi, je l'avais pas validé parce que je n'aime pas trop cette saga non plus, mais voilà. Vous avez donné votre accord silencieux pour que cette franchise devienne un parc d'attractions sous amphétamine. Et bon, voilà, si on repart sur Vin Diesel dans Fast 5, voilà, le gars c'est une icône religieuse, puisque le mec c'est devenu un stratège militaire, un tacticien, un chef de guerre, un pilote de course, un philosophe qui tourne sur 2 phrases, et un mur portatif en débardeur. Mais bon, ça ne choque personne, parce qu'il est bien entouré, parce que l'équipe existe, parce que la famille garde encore un sens humain, mais le verre est déjà dans le fruit. Les amis, le film a été un succès critique commercial et il est même respecté à l'heure d'aujourd'hui. Et encore une fois, Universal s'est dit, mais si ça marche, jusqu'où on peut aller? Et la réponse arrive dans Fast and Furious 6. Et spoiler, jusqu'où ils peuvent aller? Dans le ciel, sans parachute et sans cohérence, bien évidemment, parce qu'il faudrait quand même pas alourdir la Dodge Charger. Donc voilà, Fast 6, bon... Je vous la fais rapide, c'est un film où Dom arrête des tanks avec son torse, vole littéralement dans les airs, et où la réalité meurt en silence. Clairement, dans ce film, la gravité a claqué sa démission. Donc on est en 2013, Fast and Furious 6 sort dans les salles, et là mes amis, mes bons amis, c'est fini. La saga prend une décision claire, le tuning c'est bien, mais ce serait quand même mieux de pouvoir soulever des tanks à main nue, et de sauver le monde entre 2 barbecues,
dans le jardin de l'oncle Billy. Bon, évidemment, vous le savez déjà, je vais parler de la scène de l'avion. On va pas tourner autour du pot 40 ans. Il y a une piste d'atterrissage longue comme la muraille de Chine, un avion cargo qui refuse de décoller pendant 25 minutes, et des personnages qui sautent de voiture en voiture à pleine vitesse, atterrissent sur des voitures, encore une fois sans égratignure, font des prises de catch dans le ciel, mais rien du tout ne peut égaler cette scène mythique d'homme qui saute d'un pont, attrape Letty en plein vol, la protège avec son corps et s'écrase contre le pare-brise d'une voiture. Les deux se relèvent, sans fracture, sans mal de dos, pas une bosse, même pas un t-shirt froissé, et Vin Diesel, dans cette scène, nie publiquement les lois de la physique. Là, clairement, il a 40 appels non répondus de notre ami Isaac Newton, on va pas se mentir. Et pourquoi ? Puisque, voilà, c'est normal, il avait foi en sa famille. À ce stade, c'est plus un personnage, c'est une religion avec des pneus. Il manque plus que Chum Bucket et voilà, on y est les mecs, hein, pour ceux qui aiment bien le jeu Mad Max. Et d'ailleurs, vous l'aurez compris, Letty revient d'entre les morts. Mais elle a perdu la mémoire, hein, comme dans une telenovela de l'apocalypse, et là encore c'est un autre glissement majeur, la saga commence à ressusciter les morts, Dragon Ball style. Parce que bon, pourquoi pas, hein, puisque t'as déjà un mec qui peut faire du parcours en Hummer, donc forcément à partir de cette conclusion-là, bah, la mort devient une suggestion de façon un peu fatale. Et donc vous l'aurez compris, le ton bascule, le genre aussi. Fast 6, c'est plus un film de bagnole, c'est un film d'espionnage, une comédie d'action, un Marvel sans costume et parfois un drame familial écrit par un ado de 14 ans qui vient de mater Avenger et John Wick en même temps. Donc il y a même un moment, encore une fois, où Dom arrête un tank avec sa bagnole et son regard. Et le pire, c'est que forcément tu crois que t'as touché le fond, mais en fait c'était juste l'échauffement. Puisque dans Fast and Furious 7, on les voit sauter de gratte-ciel en Lycan Hypersport. Dans un monde normal, ça aurait dû être le final, hein, le vrai final de la saga. C'était l'apothéose, c'était le climax, c'était le dernier tour de piste. En un sens, c'est effectivement le dernier moment où la saga a encore peut-être un petit gramme d'âme restante. Mais bon, pas sans passer par un détour, par la tour Burj Khalifa, en bagnole bien évidemment. Bon alors, pour résumer... Voilà, pour ceux qui ont raté ce grand moment d'histoire de la cinéphilie, Dom et Brian sont à Dubaï, ils doivent voler une clé USB dans une voiture ultra rare, cette voiture est garée au 47e étage d'un immeuble et solution logique, bah on va démarrer et sauter d'une tour à l'autre 2 fois avec qu'une voiture. Voilà, pas une éraflure, pas un airbag déclenché, pas un ongle cassé, on est officiellement passé de fast à fiction, voilà, c'est fiction et Furious. Le méchant d'ailleurs, Jason Statham, qui débarque en décart de show, un tueur d'élite censé être humain, mais qui explose des bâtiments entiers à lui seul, et on voit The Rock à l'hôpital, se bat contre Vin Diesel avec des clés à molette, comme si c'était des sabres laser. Mention spéciale à la scène où The Rock, après avoir été blessé, brise son plâtre avec la force de l'amour paternel, prend une mitrailleuse de guerre et dit « Papa doit aller travailler ». Non mais sérieusement, à ce stade, chaque réplique est une menace contre la narration, avec un grand N. Et là, bien évidemment, il faut forcément parler de la mort de Paul Walker, qui plane sur tout le film, et contre toute attente, bah, le final est, on va dire plus ou moins digne, assez sobre. Voilà, 2 voitures, une route qui se sépare, pas de dialogue pompeux, juste une chanson à regard, une larme collective, pourquoi pas, à la limite. C'est le moment parfait pour s'arrêter, tout est dit, tout est bouclé, rangez les clés, sortez du circuit, et voilà quoi, on s'arrête là. Mais non. La saga aurait pu mourir avec grâce, mais au lieu de ça, elle a préféré mourir au volant vers l'espace avec Ludacris. Et donc parce que il y aura Fast 8, Fast 9, Fast 10, voilà, le triptyque du néant, là où toutes les lois de la narration, de la science et de la patience se font dégommer par une Dodge Charger volante. Donc alors, Fast 8 sorti en 2017, donc Dom se retourne contre sa propre équipe. Pourquoi ? Parce qu'une hackeuse géniale interprétée par Charlize Theron, avec des dreadlocks hein, pour le malaise maximum, a kidnappé son fils secret. Donc oui, Dom a un fils et il l'a fait en hors-champ. Voilà, comme dans tous ses films d'ailleurs. Donc bon, c'est le festival des scènes ridicules, une armée de voitures zombies contrôlées par Wi-Fi, The Rock qui dévie un missile à main nue sur la banquise, et surtout Dom qui trahit tout le monde pendant 15 minutes avant de redevenir le messie de la Clio Sport. Bon bref, voilà, rien n'est excusé, c'est éclaté au sol, on passe tout de suite à Fast 9, donc Fast 9, qui est donc une ascension cosmique vers la stupidité, sorti en 2021. Donc maintenant le pitch c'est quoi ? C'est que Dom, non seulement il a un fils, mais il a un frère. Évidemment on l'a jamais mentionné, mais il existe, il est là. C'est John Cena, évidemment. Ça ne pouvait être que John Cena. Et que veut faire ce frère oublié ? Bah, il veut dominer le monde avec un satellite tueur. Et pendant ce temps, Ludacris et Tyrese partent dans l'espace, dans une voiture, accrochés à un avion de la NASA improvisé, en combinaison de scaphandrier, et ils reviennent vivants. Donc là, clairement, il s'agit d'un rêve sous protoxyde d'azote, et c'est Fast 9.
Voilà, donc physique, logique, narration, oubliez tout. Il n'y a plus de loi, c'est un bac à sable d'école maternelle. Dom soulève des poutres d'acier, il survit à une explosion en tombant dans l'eau, il voit des souvenirs quand il ferme les yeux. C'est plus un homme, c'est un plugin d'Unreal Engine 5 avec des émotions simulées. Allez, on passe au point de rupture absolu, phase 10. Voilà, sorti en 2023. Jason Momoa arrive en Joker Discount, un méchant queerbaité qui parle à des cadavres dans une scène sortie d'un fan film TikTok. Il cabotine, il surjoue, il s'éclate, il vole tout le film, et tu sais quoi? Bah voilà, je crois que c'est le seul qui a compris que c'était une parodie. Le reste, bah on a Dom Toretto qui saute dans un barrage en Dodge Charger et puisqu'il fait exploser limite qu'avec son regard. Roman et Tej qui font de la physique quantique avec des chips. Letty qui se bat dans une base secrète en Antarctique. Anne qui revient à la vie sans aucune explication valable. Et tout le monde est indestructible littéralement. Personne ne meurt, personne ne doute, personne ne saigne. On est passé de... Dans le premier film, je vais te mettre 10 000 $ sur une course. Ah, je vais détruire un état souverain pour sauver mon fils et ma bière. Donc voilà, donc clairement là il est temps d'éteindre les moteurs, de ranger les clés de la voiture et d'enterrer la saga. Puisque encore une fois, Fast and Furious à son commencement, bah c'était un film, un vrai film, pas un mème de 200 millions de $. C'était ridicule certes, mais bon, c'était modeste, c'était humain, c'était vibrant de passion pour la route, pour la vitesse, pour les risques, pour les gens. Bon, c'était pas incroyable non plus, c'était sympathique. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est un véritable cirque autoroutier sous acide. Une publicité vivante pour les pare-chocs renforcés où chaque cascade est un doigt d'honneur à Einstein. Et le truc, c'est que c'est pas juste devenu vide, c'est devenu absurde. Vin Diesel ne joue plus Dom Toretto, c'est Vin Diesel qui joue Dom Toretto. C'est un personnage intouchable, invincible, infaillible, zéro faiblesse, zéro nuance, zéro intérêt. Le mec peut sauter entre deux immeubles en voiture, dévier un missile avec son pare-choc, survivre à une explosion de barrage avec son enfant sous le bras. Et le mec n'a jamais perdu un seul combat, je pense, dans toute la saga. Et pourquoi? Parce que c'est littéralement écrit dans son contrat. Je ne déconne pas, hein, c'est vrai. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas le seul. Il me semble que Jason Statham et The Rock, Dwayne Johnson, ont plus ou moins le même contrat. Ils n'ont pas le droit de perdre un combat, en fait. Voilà, donc aucun des acteurs principaux n'a le droit de perdre une bagarre. C'est juste ridicule. Les mecs, vous jouez des personnages fictifs. Vous ne vous jouez pas vous-même. Imaginez l'ego surdimensionné de ces gars-là. Cusco est un mec modeste comparé à ces mecs-là. C'est un truc de fou. Et évidemment, bah, du coup, comment tu veux créer du suspense? Comment tu veux trembler pour des personnages qui ne peuvent littéralement pas échouer? C'est écrit dans leur contrat. Tu pourrais les lancer dans une course contre Galactus, que tu saurais que Dom Toretto va le battre en le regardant dans les yeux en disant, bah, c'est pour ma famille. Et l'émotion là-dedans, bah c'est parti. Depuis le 7e opus, il y a clairement plus rien à raconter. Chaque film est un copier-coller du précédent, une explosion plus grosse, un cascadeur qui crie plus fort, et une ligne de dialogue pseudo-profonde qu'on croirait écrite par un gros schlag sous amphétamine et sous bière de chou-fleur. Le tout saupoudré de stéroïdes. Donc là, clairement, on se croirait dans une réunion syndicale des chevaliers Jedi de la ZUP. Non, écoutez, je ne sais pas quoi dire. Là, on parle d'un vrai drame. Fast and Furious ne peut plus redescendre. C'est une fusée sans frein. Ils peuvent plus revenir à des courses de rue entre potes. Parce que maintenant, ils roulent littéralement sur les lois de l'univers. Parce que comment tu veux redescendre sur Terre quand t'as déjà, dans ta série de films, de l'espionnage international, une scène dans l'espace, une poursuite dans la banquise, un combat contre un sous-marin nucléaire, bah tu peux pas redescendre. Tout ce que tu peux faire, c'est t'écraser. Fast and Furious, c'est une saga qui a commencé dans un garage et qui finit en orbite, pas par ambition, mais par orgueil. Et la morale dans tout ça, c'est que quand tu construis ton empire sur le culte d'un personnage infaillible, quand tu refuses de le faire tomber, de le remettre en question, même de lui faire perdre ne serait-ce qu'une seule échauffourée, bah t'as plus une histoire, t'as un fantasme. Et les fantasmes, le power fantasy, que je critique souvent lorsque je parle des isekai dans mes vidéos sur les animés, bah c'est toujours ridicule. Surtout quand tu les mets en Marcel et que tu leur donnes trop de punchline à la con. Donc clairement, Fast and Furious, c'est mort. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et tout ce qui reste, c'est un tas de moteurs qui vrombissent dans le vide et un Vin Diesel qui prie face caméra comme un pape de la castagne sanctifié. Donc voilà, repose en paix, Dom Toretto. Toi, ta famille d'énormes schlags et ta Dodge Charger. Et évidemment, tous les neurones qu'on a perdus en cours de route par ta faute. Donc voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, abonnez-vous pour encourager la chaîne, prenez soin de vous et à la prochaine.